Bonjour à tous et merci Stéphane de me donner la parole. S'il y a bien une synergie entre nous, c'est déjà que nous sommes, je ne sais pas si c'est un hasard de notre présence, mais on est tous les trois services publics. Ça, c'est déjà une première synergie. Et c'est intéressant de voir à quel point le service public, c'est vrai pour nous, mais c'est vrai également pour mes deux confrères, innove sur ces sujets-là. Alors c'est vrai aussi que ça fait partie de nos missions. On a dans nos missions publiques des missions liées à l'innovation, liées à des obligations d'ailleurs que l'on a, et aussi le fait de travailler avec beaucoup de partenaires dans toute cette économie qui est liée à ces aventures technologiques que l'on vit au quotidien. Alors en ce qui me concerne, moi, je m'appelle Bernard Fontaine et je dirige l'innovation depuis près d'une quinzaine d'années dans le groupe France Télévisions, dans un service qui s'appelle la direction du numérique. Et c'est vrai qu'en 15 ans, on a vu passer plein de choses en matière d'innovation, des choses, pour beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, elles sont restées, elles sont chez vous tous aujourd'hui. Et en tout cas, les innovations dont on va parler aujourd'hui, surtout centrées autour de la VR, je ne sais pas aujourd'hui si c'est chez vous, je ne sais pas si ça le sera également demain, mais en tout cas, on travaille dessus. Alors, j'ai fait vite fait, là, hier après-midi, une petite présentation pour vous cadrer un peu le sujet numérique chez nous. Je ne m'étendrai pas sur la totalité des productions que l'on fait parce que d'abord on est après le déjeuner, ça risque d'être en train de digérer l'excellent repas, mais on n'a pas grand temps. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que la vidéo et le numérique, bien sûr, sont au cœur de nos activités. Et l'utilisation de la vidéo, maintenant, c'est un lieu commun de le dire, mais voilà, je vous ai ressorti ce chiffre-là, qui était en gros les chiffres d'audience que l'on avait en novembre dernier. Donc c'est classique maintenant, aujourd'hui, la vidéo et Internet et le numérique, bien sûr, sont au cœur de nos activités parce que c'est plébiscité par le public. Et comme le disait Marie tout à l'heure, sur l'utilisation mobile en très grande majorité. Alors aujourd'hui, les chaînes de télé travaillent avec des relais numériques, c'est-à-dire qu'on va faire un site internet, on va faire une application, on va faire quelque chose avec lié de façon proche, bien sûr, à nos programmes de télévision. Et demain, on est plutôt sur des logiques, demain d'ailleurs, c'est déjà maintenant en cours aujourd'hui, sur des logiques vraiment très poreuses, en fait, entre nos chaînes et cet univers et ce monde numérique poreux. Ça veut dire que la frontière entre ces deux mondes-là tend à disparaître. C'est-à-dire qu'on va faire un contenu numérique. Ce contenu numérique peut se trouver et être utilisé en télévision. On va utiliser une technique numérique très nouvelle, on va en parler tout à l'heure dans cette petite présentation. Et bien cette technique-là, mes confrères entre guillemets du broadcast vont l'utiliser. Donc on tend maintenant vraiment à faire disparaître ces cloisons et ces frontières entre nos activités de broadcasters historiques et puis dans nos activités du numérique que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez bien sûr par cœur. Alors pour illustrer ça, j'ai pris comme exemple la réalité virtuelle. Alors on va pas faire les savants, et je ne vais pas faire le savant sur la réalité virtuelle parce que ça serait pas bien. Ça fait pas 30 ans que je travaille sur la réalité virtuelle, ça fait en gros 3 ans, parce que ces techniques-là existaient pas telles qu'elles existent aujourd'hui avant en gros 2014-2015 où on a commencé sérieusement à s'y intéresser. Alors bien entendu, des historiens de ces histoires-là vous diront ça c'est pas vrai. C'était un petit peu dit. D'ailleurs ce matin, mon confrère qui parlait des expériences à travers de ces plaques de verre qui ont été découvertes dans un grenier, et il avait tout à fait raison parce que il y a la réalité virtuelle au sens historique, elle a été inventée il y a plus de 100 ans. Alors vous allez dire qu'est-ce qu'il raconte il y a plus de 100 ans? Tout simplement que la photographie a démarré comme ça. La photographie, c'est pas pour rien que des plaques de verre ont été retrouvées dans un grenier, ça a été évoqué ce matin, parce que nos grands-parents, nos ancêtres, travaillaient, les débuts de la photographie se faisaient sur des plaques de verre, mais surtout étaient consultés sur des stéréoscopes. Vous savez, des petits appareils qu'on mettait, aujourd'hui on appelle ça un cardboard, on appelle ça on appelle ça un cardboard, on appelle ça un casque de réalité virtuelle. Et la photographie, pour être plus immersive, le mot est un mot moderne, mais il existait également il y a 100 ans. Cette vidéo immersive, là c'était de la photographie bien sûr il y a 100 ans, eh bien nos aïeuls ont utilisé la photographie comme ça. Donc c'est pas nouveau, la réalité virtuelle. C'était la photo bien sûr il y a 100 ans, c'était pas de la vidéo. Mais ces plaques de verre qui étaient évoquées ce matin, c'était la stéréoscopie. C'est-à-dire qu'on voyait ces gens-là avec un premier plan, un second plan, parce que les appareils photo étaient stéréoscopiques. Et cet appareil-là qui a été médiatisé au travers du cardboard de Google, il y a 100 ans, il était en bois. Donc regardez sur Google, stéréoscope, vous verrez ces petits appareils-là qui ressemblaient étrangement à ce qu'on appelle un cardboard d'aujourd'hui. Alors, et puis, surtout dans les années 50, tout un tas d'expériences ont été faites là-dessus, plus ou
plus ou moins avancées. Certaines d'entre elles étaient très très avancées. On n'est même pas dessus aujourd'hui. Je pense d'expériences qui ont été conduites aux États-Unis sur de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, la réalité virtuelle englobe principalement la vision et bien sûr l'écoute des programmes. Mais cette réalité virtuelle embarquait d'autres de vos sens, parmi les 5 principaux sens. Et je pense notamment au sens de l'odorat. Donc, vous voyez, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, un cardboard qui vous permet de sentir un beau gâteau en train de cuire en réalité virtuelle, c'est pas encore réellement au point chez personne. En tout cas, ça l'était dans les années 50. Donc vous voyez, rien de nouveau. Ça n'a jamais vraiment pris. Alors, c'est vrai que 50 ans après cette opération-là, il y a de fortes chances que ça existe et que ça se popularise, parce que ces équipements-là, aujourd'hui, tirent parti principalement des smartphones. Équipements, vous avez, pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui, dans la main ou dans votre sac. Et avec ces petits équipements-là, ça permet bien sûr de populariser cette réalité virtuelle, parce que c'est très, très facile à utiliser. Alors, cette réalité virtuelle, aujourd'hui, nous, on a pas mal travaillé autour bien sûr, de la vidéo à 360. Comment on va produire un contenu de vidéo en 360 dans nos programmes. Comment on va produire également un contenu audio associé, parce que franchement, l'un sans l'autre, c'est un petit peu dommage. On a travaillé également sur la photographie 360. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, parce que je vous ai ramené une petite photo d'un appareil un peu particulier qu'on utilise. Et puis, on travaille également dans les univers virtuels 360, parce que tout ça se combinant ensemble, on va travailler sur des univers virtuels, c'est-à-dire qu'on va créer un univers graphique permettant de faire vivre de la vidéo 360. Alors, j'ai pas pu vous amener toutes les photos de tout ça, mais comment vous expliquer ça d'une façon simple? Par exemple, aujourd'hui, on sait créer la salle où vous êtes aujourd'hui. Cet outil-là, on l'a. Donc cet outil-là, cette salle-là aujourd'hui qui est au Grand Bornand, on a à peu près la même. Ça s'appelle une salle de réalité virtuelle. Vous allez pouvoir la voir dans un casque, et puis peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, peut-être jamais, j'en sais rien. Peut-être aujourd'hui, vous organiserez ce forum blanc avec une façon virtuelle d'être présent. Si vous ne pouvez pas venir aujourd'hui, eh bien, l'ordinateur de cette conférence aujourd'hui va virtualiser cette salle-là. Encore une fois, c'est possible. Et sur l'écran qui est ici, on va pouvoir voir ce diaporama qui passe tout de suite. Et bien ça, on sait le faire. Ça fait partie des usages. Aujourd'hui, cette réalité virtuelle, on va utiliser un univers graphique qui va être un univers 3D, alors créé avec différentes plateformes techniques. Je pense à Unity, par exemple, qui est une des plateformes plébiscitées dans ce monde-là, permettant de créer cet univers, de reconstituer une salle comme celle-ci, permettant d'assister virtuellement à une conférence, à un spectacle, ou bien d'avoir envie de regarder un programme de télévision ou de cinéma et d'avoir la sensation et l'impression virtuellement dans une salle de cinéma. Et bien aujourd'hui, tous ces chantiers-là, on les a ouverts et bien sûr, on possède les technologies, enfin on utilise les technologies dont je vous parle. Alors, une d'entre elles a été une opération intéressante pour nous, ça a été l'opération sportive. Là, c'était l'exemple de Roland Garros. Alors, Roland Garros, c'était il y a 6 mois, c'était au mois de juin, là, enfin, un peu plus de 6 mois maintenant, où on a décidé de produire et de travailler d'une façon très très proche avec mes confrères de la production télé de cet événement, et également avec la fédération sportive en question, la Fédération française de tennis en l'occurrence, sur la production de contenu en direct. Alors, parce que c'est bien de faire la réalité virtuelle, c'est bien de faire des contenus, mais faire de la télévision sans télévision, comment la faire évoluer? Quand je vous parlais de la porosité aujourd'hui qui disparaît entre le monde de la télé et le monde de ces nouveaux médias, ben voilà un exemple très très concret où dans le dispositif de production, eh bien, on a souhaité intégrer maintenant des nouveaux matériels qui étaient en l'occurrence à l'époque un quasi-prototype issu d'une start-up française qui s'appelle Video Stitch. Si les gens de GoPro sont dans la salle, ils savent également ce que sont ces petites caméras-là. C'est la deuxième année. On avait fait également une opération similaire il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec une caméra qui était l'ancêtre de celle-ci. Marie parlait tout à l'heure que ces technos-là, enfin toutes ces techniques-là autour du numérique avançaient très très vite. Le témoignage de ces caméras-là est évident, c'est qu'en gros en 6 mois une caméra est démodée et remplacée par une autre. Et ce que l'on peut en faire, naturellement, est d'une autre valeur de mois en mois, parce que les industriels nous présentent ou les startups nous présentent des matériels franchement de très très haut niveau. Ces caméras-là sont des caméras 4K, elles sont assez faciles. Alors, les compromis un peu compliqués pour nous à installer en production, parce que l'organisateur de l'événement, en l'occurrence la fédération sportive, nous dit c'est vachement intéressant parce que cette expérience de tennis, on va le vivre virtuellement, c'est-à-dire qu'on aura la sensation d'être, pour les fans de tennis, d'être à la plus belle des places, la chaise de l'arbitre. Si on aime le tennis, c'est super bien d'avoir rêvé un jour d'être à la place de l'arbitre et de regarder Nadal qui se bat contre Federer et d'assis à cette place-là. Mais avec cette technique-là, on peut le faire. Simplement, il faut que la caméra, puisqu'elle est placée sur la chaise de l'arbitre, le monde entier voit la chaise de l'arbitre en télévision. Un programme de télé classique en broadcast, il est vu pour le tennis.
dans 160 à 180 pays, ça dépend d'année en année. Donc quand vous avez un plan large, en télé classique, vous n'allez pas voir une espèce de gros appareil, un rig de caméra, ça s'appelle, sur la chaise de l'arbitre, parce que c'est inconcevable pour les fédérations sportives d'avoir un équipement de gros volume et de grosses dimensions. Donc des caméras de petite dimension, des caméras capables de faire ça, bien sûr ça existe, mais la qualité est médiocre. Donc pour nous, notre difficulté, c'est de trouver des équipements capables d'être tout petits et de faire une très très bonne image. Et ça, c'est pas simple. Et c'est pas nous, on n'est pas fabricants de caméras, donc on dépend des grands industriels, enfin, même si ce sont des startups, mais en tout cas de grands spécialistes de ces sujets-là, permettant de faire des caméras de tout petit volume qui disparaissent quasiment dans la scène vidéo et qui nous permettent de fonctionner correctement pendant une production. Alors, qui nous permet de fonctionner correctement, c'est un point également très très important parce que dans les catalogues des caméras qu'on utilise classiquement en télévision, eh bien on a l'habitude de travailler des caméras broadcast, donc qui sont en gros anti-choc, anti-pluie, anti-tout ce que vous voulez, mais en tout cas qui sont super fiables. Et quand vous dites aux fabricants de ces caméras-là, vous leur dites, écoutez, vous êtes capable de tenir 15 jours, parce que je vous préviens, Roland-Garros, il pleut. Au mois de juin, là-bas, il pleut toujours, en gros, un jour sur deux, il pleut, il y a des orages, pas possible. Et quand un orage disparaît, il fait très chaud, c'est au mois de juin, Roland-Garros. Et là, cette question-là, elle commence à embarrasser les fabricants. Parce que quand vous avez un rig de 3, 4 ou 6 caméras, comme c'est évoqué ce matin, c'est bien rare que l'une d'entre elles ne glisse pas en colorimétrie. Parce que vous avez 6 caméras, la température du soleil qui tape sur la caméra, une d'entre elles va glisser. Et quand vous avez cette expérience virtuelle, une partie de l'image va devenir rose, va devenir jaune, va devenir bleu. C'est ça l'expérimentation. Et c'est ça le côté très, très expérimental de cette production, en fait, pour nous. Et l'objectif, c'est d'améliorer les produits en travail extrêmement étroit avec, bien sûr, les fabricants. Je pense à GoPro, par exemple. On a fait plein de trucs en télévision. On a fait le 14 juillet avec GoPro, par exemple. On a équipé les forces militaires françaises de caméras GoPro. On a survolé les Champs-Élysées avec un hélicoptère, en l'occurrence, et une GoPro qui était équipé dessus. Donc là, c'était entre guillemets un peu plus simple pour nous parce qu'on n'avait pas ces conditions climatiques complexes d'une quinzaine de jours à Roland-Garros. Mais il y avait d'autres conditions qui étaient les vibrations, enfin tout ce que vous pouvez imaginer pour faire le 14 juillet avec une caméra VR embarquée sous un hélicoptère ou bien à bord d'un engin blindé qui se trouve placé sur les pavés des Champs-Élysées. C'est pas simple non plus de faire une image très très propre et ça a assez bien marché d'ailleurs. Alors, pour nous, l'autre difficulté, c'est également de trouver la facilité avec laquelle on va introduire ça. Là, je vous ai mis un quart de production de notre filière production dans nos mécanismes classiques. On est sorti de l'expérimentation. Tout à l'heure, je vous disais, ça faisait 3 ans qu'on faisait de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, comment faire en sorte d'introduire ces caméras-là dans nos unités de production classiques? Un car, comme le gros car que vous voyez ici pour le sport, va utiliser en gros une bonne vingtaine de caméras de télé classique pour faire du tennis. Eh bien aujourd'hui, dans les soutes de ces cars-là, on va pouvoir trouver des équipements aujourd'hui permettant de faire de la VR en production parce qu'on va en avoir besoin pour du football, pour du tennis, pour un opéra, pour tout un tas de productions de télévision tout à fait classiques dans lesquelles maintenant le dispositif VR doit être intégré dans nos mécanismes de production au même titre qu'une caméra de télévision traditionnelle. Alors, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. J'ai changé tout à l'heure avec mon confrère sur ce point-là, en sortant de déjeuner tout à l'heure. C'est que vous avez le monde de la télévision classique va dire « Oula, ça c'est du numérique, ça c'est pour les équipes du numérique, en gros, les équipes qui travaillent sur ces secteurs-là. » Et réciproquement, les équipes du numérique vont dire « la production de télévision, mettre une caméra sur un lieu de production, on en connaît les difficultés, en tout cas on n'y touche pas. » Donc actuellement, dans ces productions-là, il y a une espèce de zone grise en matière de savoir-faire, c'est de savoir à qui on va confier à la fois le dispositif de production et finalement on voit arriver dans nos entreprises, nous sommes très très nombreux à France Télévisions, mais statistiquement, forcément, il y a des gens passionnés de tout ça qui viennent nous voir des différents métiers. Donc on a décidé de créer une structure intégrée chez nous, on appelle ça un Media Lab. Et dans ce Media Lab, on a pas mal d'acteurs qui sont des ingénieurs, qui sont des journalistes, qui sont tout un tas de personnes qui sont tous des grands professionnels de leur secteur d'activité et qui ont envie de travailler sur ces secteurs très très nouveaux. Et pour nous, c'est important parce que ça ne permet pas d'avoir une espèce de petite bulle dans un coin, un petit service qui expérimente tout ça. C'est l'entité en l'occurrence France Télévisions, qui au travers de ces différentes savoir-faire, ceux des journalistes, ceux des ingénieurs, ceux des techniciens, ceux de tout un tas de métiers, que l'on mêle à ça de façon à écrire en gros l'avenir de la télévision et l'avenir de la production de notre quotidien en matière de télévision et surtout de télévision de demain. Alors, le live, je viens d'en parler, on a fait donc des centaines d'heures, je crois l'année dernière, il y a 6 mois, c'était près de 300 heures de télévision retransmis en live. Alors pourquoi sur toutes les plateformes? Parce que pour nous, il est inconcevable
de ne pas satisfaire une demande d'un utilisateur qui va dire c'est vachement bien votre truc, mais moi j'ai pas de casque à la maison. Oui, j'en ai un, mais je l'ai détruit parce que je me suis assis dessus, parce que c'était un cardboard en carton. Ou bien j'en ai un, mais on m'en a donné un parce que quelqu'un en a gagné un concours, mais moi je n'ai pas de téléphone de marque Samsung qui marche dans un casque Gear VR comme celui-ci. Je ne peux pas m'en servir. Comment je fais? Donc on a une disparité extrêmement importante des plateformes sachant faire tourner de la VR. Et on a donc, nous, décidé de faire de la multidiffusion, de la diffusion multiplateforme, permettant de permettre à quiconque d'avoir quel que soit son équipement. Celui qui a un casque, il est super content, il a un casque vert avec le téléphone qui va bien à l'intérieur, eh bien, il a son contenu. Celui qui n'a rien du tout, qui a un laptop comme celui-ci, qui a uniquement Facebook ou qui a uniquement YouTube, il va pouvoir sur Facebook ou sur YouTube regarder son contenu. Celui qui a un casque en carton, il met son téléphone dedans. Et en gros, tout le monde est content et tout le monde a la réponse à la question qui se pose. J'aimerais voir le tennis, en l'occurrence, si c'est du tennis, ce serait pareil pour l'opéra. Eh bien, je n'impose pas de posséder, en tant que diffuseur, un équipement particulier pour utiliser le contenu. Alors, ces contenus-là s'adressent à toutes ces plateformes-là, mais c'est facile à dire, mais par contre, pour nous ingénieurs, c'est compliqué à faire. Croyez-moi, c'est très compliqué, parce que ça nécessite de mettre des plateformes très complexes pour faire de transcodage, des mises à niveau. Je parlais de Facebook tout à l'heure, quand on a rencontré les gens de Facebook pour cette opération-là, ils ont dit, ouais, certes, on fait des 360, Monsieur Fontaine, mais on ne fait pas de live. Ah, on ne fait pas de live parce que le live, il y a 6 mois, n'était pas au point chez Facebook. Vous serez un géant qui est demandeur, comme Facebook, mais qui dit, moi je ne fais pas de live parce que ce n'est pas au point. Google nous dit, ah ben moi ça tombe bien, je viens de l'annoncer. J'ai annoncé un mois avant au NAB aux États-Unis, à Las Vegas. Je sais faire du live, ben, ce contenu-là, on le prend. Donc on se retrouve à mettre en place des productions avec ces géants de l'industrie. Je pense à Samsung, je pense à Facebook, je pense à Google, je pense à toutes ces entités-là, mais en même temps des startups. Et on trouve des magiciens, que sont certains de ces startups-là, qui vont nous permettre de dire, nous, on va faire des plateformes de transcodage. Donc on étraîne en même temps des technologies issues du savoir-faire de ces jeunes compagnies qui, finalement, deviennent, et c'est formidable pour nous quand on les identifie et surtout pour elles, trouvent du business au travers de différents acteurs, les plus petits comme les plus grands, par exemple, parmi les enseignes, parmi les marques dont je viens de vous parler. Ça nous permet aussi à nous d'apprendre à produire très modestement. Il y a 5 ans, moi, j'avais jamais fait de télévision en 4K, en direct et en 360 degrés. Et bien aujourd'hui, on sait le faire. Et donc, notre travail, c'est aussi de transmettre le relais. Se dire, je vais donner en fait l'ensemble des ingrédients de cette recette de cuisine technologique pour que quiconque en matière de production soit capable de faire la même chose. Nos confrères, d'ailleurs d'autres chaînes de télévision viennent tous les ans nous voir dans ce genre d'opération-là, parce que pour elles c'est intéressant et on échange beaucoup entre nous parce que les secrets de fabrication derrière ça, c'est pas là-dessus on va se différencier. On va se différencier sur les programmes, pas tellement sur les technologies que l'on utilise. Donc on échange entre nos confrères d'autres chaînes de télé également sur ces sujets-là. Petite photo intéressante que j'avais prise à Roland-Garros, qui est un exemple sur l'utilisation d'un jeune public. Hein. Vous voyez, c'est les 2 enfants qui ont mis ce casque-là. Derrière, ils ne se rendaient pas compte, mais il y avait une autre opération que l'on menait à bien, qui était la télévision en 4K, en HDR. Donc c'est une technique encore plus sophistiquée que la 4K traditionnelle. Les 2 enfants qui sont là, ils s'en foutent royalement. Ils ont 2 magnifiques écrans OLED qui valent 10 000 € l'écran de télévision, avec une image qui est spectaculaire derrière en Ultra HD HDR. Non, c'est ça. Je veux regarder la télévision, je veux regarder Roland-Garros, cette expérience-là. Et cette photo, elle résume tout ça. D'un public qui, finalement, ne regarde plus du tout la télévision telle que leurs parents ou le public adulte le regardent. Et cette photo en témoigne parce que vraiment, ça a été pris sur le vif, sur place. Un autre sujet, tout à l'heure, dont je parlais, des univers virtuels et des scènes graphiques. On a travaillé également, et là également dans cette plateforme expérimentale pour nous qui est Roland-Garros, sur de l'avatarisation humaine. On va dire, c'est quoi son truc, l'avatarisation humaine? Sachez que nous ne sommes pas bien sûr les seuls à travailler dessus. Un exemple très célèbre, c'est celui de Facebook. Et quand Zuckerberg a racheté Oculus, c'était pas pour rien. C'est quand même Facebook, un réseau social par évidence. Et ce qui manque en fait aujourd'hui à la réalité virtuelle, et ça n'a pas échappé bien sûr à Zuckerberg, c'est le côté social, comment mettre en relation les gens les uns avec les autres, mais avec leur image, avec votre double numérique. Tout à l'heure, je parlais de cette salle-là qu'on est capable aujourd'hui de conceptualiser en matière de VR. Eh bien, de vous inviter physiquement au prochain Forum Blanc dans 3 ans ou dans 5 ans, mais d'avoir votre double numérique ici assis, vous allez dire, je ne sais pas ce qu'il a bu ce midi au déjeuner, c'est pas possible. Aujourd'hui, si, ça l'est, bien sûr. C'est parfaitement possible de vous cloner numériquement. Voilà un exemple d'un de nos visiteurs qui est venu nous voir à Roland-Garros. Il n'avait jamais joué au tennis de sa vie. Et alors, j'ai pas les vidéos, mais imaginez que le gars tape dans une raquette de tennis. On a cloné
en 250 millisecondes. Vous voyez, ce n'est pas un temps de production très compliqué, c'est le temps d'une photographie, d'un flash photo. Un être humain, il rentre dans cet appareil qu'on a vu juste ici, une espèce de grosse cloche qui ressemble un peu à une grosse cabine. Là, vous rentrez dedans, vous avez 150 appareils photo qui vous photographient, et ensuite, il y a un algorithme de recollement de toutes ces photos-là qui est sur Amazon, lui aussi sur le cloud, qui va permettre de reconstituer votre corps humain. Donc ça, c'est très intéressant parce que une utilisation sociale de réalité virtuelle est maintenant possible avec ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partager, poser des questions à un journaliste, poser des questions à qui vous voulez, sur cette technique-là, parce que cette technique-là, le fait de pouvoir cloner un être humain et d'avoir son double numérique, permet d'imaginer énormément de situations d'utilisation de la réalité virtuelle, bien au-delà de la vidéo à 360 dont on a parlé. Alors, bien sûr, cette réalité virtuelle, elle échappe à aucun des types de programmes. Je vais rapidement vous parler de l'info, des news chez nous. Rapidement, Bernard, je suis désolé. Les news, on a une université intégrée au sein de France Télévisions, donc ça y est, maintenant on a lancé les programmes de formation de nos journalistes en matière de tournage en VR pour leur expliquer comment fonctionnent les caméras, ce que l'on peut faire en matière de réalité virtuelle avec des caméras. On a fait, je vous dis, beaucoup de productions en matière d'info sur ce sujet-là. Le côté porosité entre nos chaînes, voilà le petit carré rouge que vous voyez ici. Bien, si vous avez réalisé une scène en réalité virtuelle, en 360, pardon, on va être capable d'en isoler une partie de l'image parce que peut-être que cet angle sera très intéressant, et donc de récupérer cette partie-là pour l'utiliser maintenant en télé classique, 2D classique, pour récupérer une partie de cette sphère 360 qui est celle de la production VR. Donc ça, on a mis au point, les outils permettant de faire ça pour faciliter la production de nos programmes télé traditionnels. C'est ce petit appareil un peu étrange, là, qui est la taille d'un pamplemousse à peu près. Ce sont des tout nouveaux appareils photo permettant de capter des photos en 360 et de permettre de proposer à notre public également des expériences 360 non vidéo. Dans beaucoup de cas, réfléchissez bien à ça, vous verrez que la vidéo n'est pas forcément nécessaire à l'explication de toutes les scènes en matière d'écriture. Une photographie suffit, c'est les deux qualités. Donc ce sont des caméras qui sont assez formidables, parce que une définition de près de 100 millions de pixels. Sur la photo qui est issue de ces caméras, elle est faite à Berlin, cette caméra. C'est une caméra allemande et elle est assez remarquable en matière d'exploitation pour nous, pour expliquer avec une simple photo tout l'intérêt qu'on a à écrire ou à raconter quelque chose autour d'une photographie. Très vite, on est pressé, on échange bien sûr entre nous avec les chaînes de télévision, notamment de service public, bien sûr, par le biais de l'UER. Donc là, en l'occurrence avec la BBC, avec les Espagnols, la BBC par exemple, on fait pas mal de productions, on fait des productions très complexe sur le lieu de tournage ils ont appelé ça Paris Terror Attacks. C'était les attaques terroristes à Paris au Bataclan l'année dernière. Ça a été tourné par la BBC sur place, non pas au sein du Bataclan bien entendu, mais dans le quartier, pour expliquer un petit peu l'ambiance que les Parisiens vivaient il y a un an. C'était fait en VR par la BBC qui a dépêché une équipe sur place pour faire ça. Les Suédois, NRK, ce qu'ils ont fait, ils ont montré, c'est une conférence qu'on a fait tous ensemble à Londres récemment, le côté très, je ne vais pas dire non sérieux, mais le côté apprentissage en fait de cette réalité virtuelle. Eux, ils ont essayé de faire la réalité virtuelle sous l'eau. Mais ils ont donc, comme ça n'existait pas, ils ont trouvé une caméra, ils ont fait une espèce de boule pour étancher leur caméra. La boule, bien sûr, elle a explosé. Donc le gars a mis en photographie, j'ai pas la photo, là je ne vous l'ai pas amené, mais la boule qui a explosé sous la pression de l'eau pour faire voir que tout ça était encore extrêmement amateur, la façon de produire, parce qu'on ne trouve pas ça non plus dans les catalogues professionnels. Les Allemands aussi, les Allemands ont développé des outils de production permettant de découper, de monter, en gros, de fabriquer un programme de télévision en VR. Quant aux Espagnols, eux travaillent beaucoup sur de la fiction en VR. Et commence à s'entraîner sur des écritures spécifiques à la fiction VR, parce qu'elle a ses modes d'écriture différents. Pour nous, la VR, j'ai oublié de vous dire, c'est un truc très important, ça ne consiste pas simplement à piquer une caméra, mais une scène de télévision, et toute scène de télévision n'est pas facile forcément à reproduire en VR. Ça, on a tous été tentés par ça au départ. On prend une émission de télé, on met une caméra VR, on dit c'est formidable, on va la mettre en VR. C'est pas ça du tout la VR. La VR, pour être utilisée et faire de l'audience et intéresser un public, on doit raconter quelque chose autour. C'est-à-dire qu'on doit faire quelque chose qui fasse sens. Le fait d'amener une caméra, elle doit apporter quelque chose. Elle doit vous surprendre, elle doit amener quelque chose de différent d'une caméra de télévision traditionnelle qui finalement sait très bien le faire par le biais du réalisateur qui justement est là pour ça, pour choisir parmi ces caméras le plus bel angle de télévision. En VR, c'est différent. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur la façon dont on va pouvoir utiliser des caméras VR, et ça c'est vrai dans les échanges interchaînes que l'on fait entre nous, sur la vraie réflexion de l'intérêt de la VR au sens d'une écriture particulière ou de l'intérêt de mettre une caméra VR, parce que cette façon de faire de la télévision sera radicalement différente et elle va interroger le public et elle va le passionner. Ça c'est un challenge.
Et enfin, je crois que j'ai encore une slide et j'ai fini. La prochaine étape pour nous, c'est une étape 2017, c'est d'améliorer la qualité. Alors, je ne vais pas vous embarrasser de trucs techniques très compliqués. Simplement, aujourd'hui, la VR malheureusement, elle n'est pas de très très bonne qualité quand elle arrive auprès du public. Vous pourriez mettre n'importe quelle caméra, des caméras 4K, 8K, 16K, mais autant de cas que vous voulez, donc des images extrêmement belles. Malheureusement, l'utilisation de ces techniques-là nécessite d'avoir des bandes passantes, donc des qualités techniques des réseaux extrêmement performantes. Et une image 4K en VR a les mêmes niveaux d'exigence qu'une image 4K en télévision, doit en gros avoir près de 20 à 25 mégabits de bande passante. Et sur un téléphone comme celui-ci, ici, le réseau télécom du coin n'a certainement pas 25 mégabits à me donner sur mon téléphone. Mais c'est pareil en plein milieu de Paris, ça ne marche pas non plus. Donc aujourd'hui, la qualité technique des réseaux ne sera pas étrangère au succès de la réalité virtuelle. On a besoin d'avoir des réseaux très performants en matière d'écoulement de ce trafic et de cette audience VR. Donc ça sont des promesses qui arriveront avec une technique qu'on appelle la 5G dans 3-4 ans à peu près. Il y a des premières réponses à ça. Mais en attendant que ces réseaux se déploient, mettront des années, ça commencera en 2020, donc entre 2020 et 2030, ces réseaux vont se déployer. On a besoin d'améliorer l'encodage, c'est-à-dire la façon dont on va compresser le signal pour l'envoyer sur Internet. Donc l'astuce qui a été trouvée, le premier qui l'a trouvé cette astuce-là, c'est encore Zuckerberg chez Facebook. Et donc maintenant on est tous partis sur les mêmes logiques. En fait, c'est d'encoder numériquement que la partie utile que vous regardez dans cette sphère VR. Dire, ça sert à rien d'encoder bêtement quelque chose que vous ne regardez pas. Vous n'avez pas des yeux dans la vraie vie derrière la tête. Donc ce que je regarde, là je vous vois aujourd'hui devant moi, si vous étiez dans une scène VR, je n'encoderais que cette partie-là. Si je tourne la tête, bien mon encodeur va le comprendre, il va être asservi bien sûr à mon casque, et va comprendre que cette partie de mon image de gauche que je regarde, c'est celle-ci qu'il va falloir diffuser. Donc je ne diffuse pas l'intégralité de la sphère, donc je vais minorer ma bande passante à la diffusion. Bon. Tout ça est très technique, mais je vous explique. Ça sera certainement un sujet qui pourrait être abordé demain. On a vraiment besoin d'améliorer la qualité VR. Je vais reprendre en conclusion ce que nous disaient pas mal de visiteurs à Roland-Garros. Ils prenaient le casque VR, on dit « Ah, c'est vachement bien, je regarde ça, t'as vu, on regarde les gens devant, derrière, etc. » Et après, poliment, ils enlevaient le casque, non pas les enfants, mais les parents, en disant « Mais à la télé, c'est quand même beaucoup plus net. Pourquoi c'est plus net à la télévision que sur le casque ?» C'est à cause de ça, à cause des méthodes d'encodage qui ne sont pas encore de bon niveau aujourd'hui. Donc c'est le travail de cette année. Je pense que dans 3-4 mois, on aura la réponse en matière de qualité vidéo, de streaming sur Internet.